Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'ai vraiment le très grand plaisir et le grand privilège aussi d'accueillir au Collège de France le professeur Ron Saucy, qui est non seulement un collègue mais aussi un ami, et qui, vous allez le voir, parle le français de manière absolument époustouflante. Donc, comme je le disais en annonçant sa conférence, c'est assez rare que nous ayons des collègues américains qui soient véritablement polyglottes et en particulier francophones. Donc, vraiment, nous n'allons pas bouder notre plaisir, hein. Donc, euh, quand on évoque le parcours du professeur Saucy, on évoque un parcours qui est passé vraiment par les plus grandes institutions universitaires américaines, mais aussi françaises. Donc le professeur Saucy a commencé par être formé à l'université de Duke aux États-Unis. Et ensuite, il nous a fait la grande amitié de venir en France pour parfaire sa formation. Donc d'abord à l'école pratique des hautes études à Paris, et ensuite à l'Institut national des langues et civilisations orientales, donc l'INALCO, hein, pour lequel j'ai une certaine tendresse, puisque j'ai passé quand même 10 ans de ma carrière dans cette institution. Et ensuite, donc là, nous passons par toutes les grandes universités américaines. Donc, le professeur Saucy a fait sa formation de MPhil et de PhD donc à Yale. Avant de commencer à enseigner donc à UCLA, l'université de Californie à Los Angeles. Ensuite, il est passé par Stanford, de nouveau à Yale, et maintenant, il est donc professeur dans les départements de littérature comparée, de langue et civilisation asiatique, et de philosophie politique, c'est-à-dire de social thought, à l'université de Chicago. Donc son travail porte essentiellement sur la poétique au sens large, c'est-à-dire donc la manière dont l'expression et l'inscription dans la langue font des mondes et les rendent habitables. Alors nous espérons naturellement qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, à l'heure où nous parlons, le monde restera habitable. Il est l'auteur de plusieurs livres sur la littérature chinoise et comparée. Ce sont vraiment des livres qu'on peut recommander très fortement, qui ont vraiment renouvelé donc la réflexion à la matière. Il y a d'abord donc The Problem of a Chinese Aesthetic, donc le problème de l'esthétique chinoise, qui date de 1993, qui traite d'une source importante dans la culture chinoise, à savoir le Shijing, le livre canonique donc de la poésie, sous l'éclairage d'une rhétorique comparée. Ensuite, il faut signaler absolument donc en 2001 Great Walls of Discourse, où il est question donc des habitudes discursives de la recherche sinologique depuis ses débuts. Donc là, nous avons en fait une approche critique de ce que peut être donc la sinologie. Et enfin, donc tout récemment, The Ethnography of Rhythm, donc l'ethnographie du rythme, qui brosse une histoire du concept de littérature orale et fait ressortir la relation de conflit et de dépendance qui unit ce concept et les technologies de l'inscription de l'écriture au cinéma en passant par le phonographe. Et donc le professeur Saucy a également été un très grand traducteur
Ça, c'est vraiment la marque d'un excellent savant, donc de s'être risqué donc, à l'exercice de la traduction. Il a livré au public anglophone des passages importants donc, d'un auteur tout à fait étonnant de l'époque Ming, à savoir Li Zhi, mais aussi d'un auteur antillais, de Jean Metellus, et du dramaturge italien, donc Tino Caspanello. Donc là, vous voyez un petit peu l'étendue donc, de la polyglossie donc, du professeur Saussé. Et parmi ces projets actuels, il y a un livre sur la traduction en Chine, un livre collaboratif sur l'historiographie chinoise et un ouvrage collectif d'histoire littéraire qui est à rebours donc des grands récits nationaux, et Dieu sait que nous avons besoin donc là aussi d'un Great Wall of Critical Discourse, donc sur les relations interculturelles en Asie de l'Est. Donc là, le professeur Saussé, je suis vraiment très heureuse de le dire, essaye un petit peu comme j'essaye de le faire, d'ouvrir la perspective sur l'Asie de l'Est plutôt que de se cantonner donc sur la Chine comme si c'était donc une entité autosuffisante. Et donc, comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises, donc aujourd'hui, le professeur Saussé va nous parler donc de cette relation littéraire assez particulière, donc qui est le parrainage dans l'exercice de la traduction. Donc, merci beaucoup, Anne, de cette introduction généreuse. Je reconnais une grande dette envers le Collège de France, car en dehors de mes études à l'INALCO, j'ai passé beaucoup de temps ici à écouter Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, pour ne parler que d'eux. Et pour moi, le collège est toujours le vrai temple du savoir, ouvert à tous, où l'on voit, comme on dit, la recherche en train de se faire. Et je souhaite donc longue vie au collège. Et, je dis encore ma gratitude. C'est un vrai privilège d'être ici. Donc, je vais me mettre debout, c'est plus facile comme ça. Vous allez me dire si vous n'arrivez pas ou à lire ou à écouter. Hein. Je vais faire de mon mieux pour que le message arrive. Bon, donc, d'abord, une question de méthode. Hein. Comme les sciences naturelles, les sciences humaines et littéraires font appel à un vocabulaire spécialisé. Souvent, on nous fait grief de notre jargon, mais il faut quelquefois un vocabulaire axé sur les choses qui nous intéressent. Les termes et les concepts qui remplissent ce lexique ont chacun une origine déterminée. On retracera sans peine la mimesis à Platon et à Aristote, la sublimité à Longin et ainsi de suite. Le vocabulaire des études littéraires est donc le résultat d'une longue suite d'expériences, autrement dit d'exemples. Finalement, c'est le trafic des exemples. Quand nos lectures nous éloignent des langues et civilisations familières, nous devrions nous attendre à ce que nos expériences antérieures ne cadrent pas totalement avec le paysage et que d'autres termes surgissent de nouvelles rencontres. Comment un texte traduit réussit-il à s'imposer dans l'histoire littéraire d'un pays? C'est un peu la question aujourd'hui que je veux approfondir un peu aujourd'hui. Répond-il, c'est-à-dire ce texte, à un besoin ressenti dans le pays de destination? Une part non négligeable de l'art du traducteur consiste à créer un contexte de réception pour l'œuvre venue d'ailleurs, ou bien à trouver le désir préexistant que comblera l'œuvre traduite. On peut songer aux carrières françaises de Poe ou de Whitman, qui ont apporté du nouveau et précisément de quelque chose dont le monde littéraire français avait besoin à ce moment-là. Donc je vais directement à mon premier exemple, que je ne pourrais pas discuter en détail, encore que cela aurait valu la peine. Nous sommes en l'an 1924, à Pékin. La littérature moderne, en langue vulgaire, existe depuis 5 ou 6 ans. Elle a déjà produit quelques chefs-d'œuvre et des écrivains à la mesure de leur époque, comme Lu Xun et Hu Shi. Les créateurs de cette nouvelle littérature ont voyagé.
Ils ont étudié à l'étranger, soit au Japon, soit en Europe, soit aux États-Unis, et ils sont au courant de ce qui se passe dans les capitales de la culture. Ils écrivent des romans mêlant réalisme social et fantaisie, ils font des vers libres, ils théorisent ce que doit être la modernité chinoise. Beaucoup d'entre eux sont attachés aux grandes universités de Pékin et de Shanghai, où ils animent des revues, des cénacles, des polémiques. Dans l'une de ces petites revues, Yusi ou Brin de parole, entre une nécrologie de Lin Shu, traducteur en chinois de Dumas et de Jules Verne, et une tribune portant sur la valeur disputée du rituel pour les sociétés modernes, se glisse sur 3 pages la première traduction chinoise de Baudelaire. Peut-on concevoir la modernité sans Charles Baudelaire? Bien sûr que non. Il arrive à point nommé. Le traducteur s'appelle Xu Zhimo. C'est un jeune poète connu autant pour ses vers que pour son profil de jeune décadent. Il a étudié un peu à Cambridge, où il a lu Keats et Shelley. Il est lié avec Rabindranath Tagore. Il anime à Pékin un cercle de poésie, la Xinyue-sha. Il connaît Baudelaire seulement par des traductions en anglais. Et il faut reconnaître qu'en 1924, le Baudelaire anglais n'est pas encore mûr. C'est un attardé de la période victorienne, plus larmoyant qu'ironique. Mais Xu Zhimo n'est pas limité par la version anglaise. Il fait de Baudelaire quelque chose de nouveau. Un héros de la modernité poétique, bien sûr, mais pas seulement cela. Dans sa préface, Xu Zhimo prend le temps d'un voyageur qui rapporte des nouvelles, qui raconte des prodiges. Je cite, « Baudelaire ressemble à une plante vénéneuse des pays chauds, dont les feuilles ont l'étendue d'une queue de crocodile et dont les vastes fleurs ressemblent à des parasols brodés, ayant un parfum étrangement séducteur, quoique empoisonné, et qui produit une stupeur inoubliable. L'Europe littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle était saturée de la puanteur unique de Charles Baudelaire. Aujourd'hui, quoi qu'il fasse, ses héritiers littéraires ne retrouvent plus cette puanteur évanouie. » Fin de la citation. Alors, comment résister à une telle invitation? Xu Zhimo nous fait donc cadeau d'une petite fleur du mal, celle dont le choix s'imposait, celle à l'odeur la plus puissante, la fameuse charogne. Je suppose connu le texte baudelairien. Voici donc le début de la version chinoise par Xu Zhimo, retraduite approximativement par votre serviteur. Voilà, oh, c'est vraiment très mal fait, c'est très mal scannérisé, mais vous voyez un peu le contexte dans le périodique. Alors, voici le début. Donc je n'ai pas recopié le poème en français de Baudelaire, mais vous avez là le texte chinois, plus ou moins lisible, j'espère, et un texte français reproduisant le contenu, plus ou moins, de ce qu'a écrit Xu Zhimo. Donc voici le début. Il dit « Mon amour, te souviens-toi de ce beau te souviens-toi de ce jour de beau temps où nous avons vu au bord de la route cette chose. Penchée sur le côté, parmi les herbes folles et les pierres, gisait une charogne gonflée. Les jambes grandes ouvertes, elle reposait là comme une femme lubrique. » Citation intégrale du texte original. En exsudant une odeur affreuse, une puanteur de putréfaction. Son ventre effondré n'avait plus de quoi se recouvrir. Elle ne ressentait pas de honte pour sa saleté. Donc vous voyez qu'il a voulu transmettre tout le mal, tout le dégoût dans les fleurs du mal. Voici donc les strophes suivantes, avec on a le soleil qui brûle, cette charogne avec sa chaleur qui l'a fait décomposer. Il y a là une allusion à Hamlet, the sun kissing Carrion, etc. Donc, la réponse immédiate de la part de la bien-aimée du poète est qu'elle manque de peu de s'évanouir. Alors, si vous vous souvenez de l'original, vous verrez que Xu Zhimo a fait un travail honnête.
il a bien transmis la description soignée et détaillée d'un objet dégoûtant et jusqu'alors inconcevable comme thème de poésie lyrique, cette carcasse d'animal dégoulinante de vermine. Plus loin pourtant, la main du traducteur devient moins sûre lorsqu'il s'agit de rendre une métaphore un peu plus compliquée qui justement rebute au sens commun. Je vais sauter là un peu, voilà. Donc là en haut, vous avez le texte baudelairien, là le texte de Sujumois et ma paraphrase. Et on voit tout de suite qu'il y a des différences. Hein. Si vous vous souvenez, donc, oui, les formes présentes à l'œil s'en vont tôt ou tard, dit Sujumois, telles des rêves, ne laissant derrière elles qu'une ébauche affadie, et pourtant, sous la main de l'artiste, le clair-obscur évoque parfois soudainement un souvenir ancien. Ce n'est pas tout à fait la même chose que chez Baudelaire. Hein. Il manque à Sujumois à ce point-là la subtilité de Baudelaire, qui faisait une comparaison hardie entre le processus de composition par l'artiste et le processus de décomposition par la nature. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Donc là, il y avait un jeu conceptuel qui n'est pas bien représenté par le texte chinois. Et l'ironie voyage mal, pour des raisons peut-être en somme culturelles. Quand Baudelaire s'adresse à sa bien-aimée en disant « Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion », il me semble que les épithètes tendres qui suivent la dénomination de l'ordure doivent se prendre au second degré, comme si le poète voulait ironiser sur son propre compte en affrontant la beauté et la laideur. Chez Sujumois, cela devient une simple lamentation. Comme vous voyez là, malgré mon amour pour toi, nul ne peut échapper à l'extinction universelle, cette contagion de la pourriture, qui peut la supporter? Toi, l'étoile de mon désir, soleil qui brille sur moi, toi si pure, si douce. Donc l'ironie, chez Baudelaire, repose sur une fondation idéologique. Il est bien de dire « mon ange » à celle qu'on aime, car le beau et le bien sont censés appartenir à un registre spirituel au-delà de l'inconstance de la matière. Mais quand la matière est aussi insistante que dans ce poème, il devient difficile de dire « mon ange » avec toute la sincérité voulue. Sujumois n'a pas vu ou n'a pas voulu faire l'écho de cette tension qui présuppose Platon, Saint-Augustin, Pascal et d'autres penseurs qui ont fait le fond d'idées qui fournissait à Baudelaire la matière de ses obsessions. Le regret de constater que le temps détruit tout est plus simple, moins provoquant que la mise en question, un peu sadique d'ailleurs, des mots de l'amour, de l'idéal par la menace du spleen et de la mort. Donc, une tension thématique et sentimentale que je ne retrouve pas dans la version chinoise. Mais je ne voulais pas vous entraîner trop loin dans ces détails. La critique des traductions est infinie car les différences entre les langues sont infinies. Ce n'est pas ce qui manque au Baudelaire chinois qui m'intéresse d'ailleurs, mais ce qui lui a été ajouté par la traduction. Car Sujumois n'est pas timide. Il admet en tout cas son incapacité de traduire l'authentique Baudelaire français. Je cite sa préface. « Je ne suis qu'un rustre, je ne sais que mâchonner la poésie de Baudelaire, je ne la comprends pas. Mais le secret de la poésie de Baudelaire se trouve non point dans ses paroles, mais dans les syllabes intangibles qu'elle profère. » Fin de la citation. Dans la musique, pourrait-on dire. Et quand on n'est pas sûr de saisir le sens des mots, il est fort utile pour un traducteur de pouvoir se cramponner à la musique avant toute chose. Et la musique est présente dans le texte baudelairien, c'est le bourdonnement des mouches qui s'affairent autour du cadavre. Vous connaissez, tout cela descendait, montait comme une vague où s'élançait en pétillant. On ne dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent. Cette étrange musique va fournir à Sujumois une garantie de l'authenticité de sa traduction. C'est une authenticité qui ne pourra pas venir d'une connaissance du français. Le cas est, comme on l'a dit, désespéré. Sujumois a écouté la petite musique de la charogne
et y a trouvé une certaine résonance qui faisait écho à celle bourdonnante des mouches et des larves. Et par là, une autre résonance, chinoise celle-là, et du meilleur aloi. Il s'en délivre dans sa préface à la charogne de Baudelaire. Je cite un peu longuement donc. « Tout rustre que je suis, j'aime la musique. Je suis convaincu que la matière de l'univers, l'étoffe dont est faite la vie humaine, l'étoffe de tout ce qui a forme et des idées sans forme, c'est la musique, une musique merveilleuse. Les étoiles du ciel, les cygnes blanches qui évoluent sur l'eau, la brume qui se lève dans la forêt, la lettre d'un ami, les canons du champ de bataille, le feu follet au-dessus du cimetière, les 2 lions de marbre à l'angle de la rue, le rêve que j'ai fait hier soir, tout cela n'est fait que de musique. Tout cela n'est que de la musique. Vous pouvez m'embarquer pour l'asile des aliénés que je n'en démordrai pas. Oui, tout cela n'est que de la musique. Ce que Zhuangzi appelait la musique des hommes, la musique de la terre, la musique du ciel. Zhuangzi, philosophe chinois du IVe siècle avant notre ère, était bien placé pour comprendre Baudelaire. Non pas que Baudelaire aurait été en mesure de comprendre Zhuangzi. Alors que Baudelaire est comme écartelé entre le spleen et l'idéal, Zhuangzi est connu pour avoir affirmé que le Tao se trouve partout, dans les briques et tuiles cassées, dans les fourmis, dans la pisse et la merde. Je citais, bien sûr. Un livre de poésie au titre « Les fleurs du mal », Hezhi-Hua, on imagine très bien entre les mains de Zhuangzi. Ce serait d'ailleurs la façon la plus rapide d'indiquer au lecteur chinois l'intérêt qu'il y avait à incorporer à la poésie moderne ce monstre, ce personnage bizarre, cet être inexplicable qu'était Baudelaire. C'est que Baudelaire avait découvert une nouvelle espèce de beauté dans laquelle, comme dans la philosophie de Zhuangzi, toute chose était égale. Le Qi Wu Lun, titre du second chapitre du livre de Zhuangzi. Ou une esthétique où toutes les choses pouvaient au moins être représentées dans la poésie la plus stricte, la plus classique possible. Ce n'est pas dire qu'entre Zhuangzi et Baudelaire, il y a une entente parfaite sur les principes. Baudelaire est quand même tour à tour catholique, diabolique, socialiste, réactionnaire, autant d'options qui n'existaient pas pour Zhuangzi. Mais le coup de génie de Xu Zhimo a été d'entendre dans le passage qu'il cite du 2e chapitre de l'œuvre de Zhuangzi comme une anticipation de l'esthétique du chiffonnier que les modernes vont trouver chez Baudelaire. Et là, pour Zhuangzi, pour le passage sur la musique, je vais citer la traduction charmante de Jean Lévy. Vous connaissez peut-être les œuvres de Maître Zhuang. Donc, dans ce chapitre, il y a un certain Zhiqi qui fait une sorte de méditation si profonde qu'on eût dit qu'il avait quitté son corps, dit Zhuangzi. Un ami lui demande ce qui se passe et il dit, en guise de réponse, il dit « T'es-tu rendu compte que tout à l'heure j'avais perdu mon moi? Sans doute as-tu entendu jouer les flûtes humaines, mais non les flûtes terrestres. Et si tu as entendu les flûtes terrestres, tu n'auras certainement jamais entendu les flûtes célestes. » « Non, en effet, dit l'ami, puis-je savoir de quoi il s'agit? » Il répond, « Cette large masse qui est la terre respire, et sa respiration est ce que nous appelons le vent. Souvent, il reste au repos, mais sitôt qu'il se lève, toutes les cavités de la terre se mettent à hurler avec rage. Tu ne les as jamais entendus, ces mugissements, wou, wou, les aspérités des montagnes, où certains arbres géants scellent des orifices. Ils ressemblent à des narines, à des bouches, à des oreilles, à des godets, à des gobelets, à des mortiers, à des bassines, à des fosses. Et cela gronde, gémit, mugit, rugit, râle, murmure, ulule et pleure. Ils entonnent de grands « oh » auxquels de grands « ouh » répondent. Petite harmonie quand souffle la brise, grandes orgues quand se déchaîne la tempête. Mais sitôt que les rafales cessent, alors les cavités se vident. As-tu surpris, parfois, comme toute la nature tremble et frémit? L'ami dit, « Ah, ainsi la musique terrestre sort de ses orifices, de même que la musique humaine émane des tubes de bambou. Mais la musique céleste ?»
Et le premier répond « Ah, la musique céleste, elle souffle de 1000 façons différentes, mais de telle manière que chaque être exprime son moi et que tous répondent spontanément à leurs inclinations. » Donc c'était à cela que pensait Xu Zhimuo en lisant Baudelaire. C'est donc cela, la musique des mouches, qui a frappé l'oreille de Baudelaire et qui l'a amené à égaliser la pourriture et l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. L'eau et le grain sont notre nourriture à nous. Ces choses nous paraissent propres à la consommation, belles, saines, désirables. Mais les évoquer en symétrie avec le bourdonnement des mouches nous rappelle que la pourriture des uns est la nourriture des autres, que tout, comme dirait Zhuangzi, est relatif à un point de vue. On pourrait dénoncer chez Xu Zhimuo un vandalisme culturel. Au lieu de respecter l'intégralité des traditions, il en détache de gros blocs et les broie ensemble. Car Baudelaire n'a rien d'un taoïste, vraiment, et Zhuangzi, malgré ses incroyables prouesses littéraires, n'a jamais pu appartenir au Parnasse post-romantique. Les combiner de la sorte, ce serait s'adonner à une fantaisie comparatiste et nier la spécificité des langues et des cultures. Une fantaisie de poète irresponsable, en somme. Mais est-ce bien le cas? Savons-nous juger de l'opportunité ou non de cette traduction? Je pense, bien sûr, à l'éthique de la traduction, naguère prônée par Antoine Berman. Il a pris pour cible la notion commune du succès en traduction, qui consiste à donner des traductions qui n'ont pas l'air d'être des traductions. Cette norme, Berman la qualifie d'ethnocentrique et d'hypertextuelle. Je cite son ouvrage posthume « La traduction et la lettre ». Ethnocentrique signifiera ici qui ramène tout à sa propre culture, à ses normes et valeurs. Hypertextuel renvoie à tout texte s'engendrant par imitation, parodie, pastiche, adaptation, plagiat ou toute autre espèce de transformation formelle à partir d'un autre texte déjà existant. À la traduction ethnocentrique s'oppose la traduction éthique. Oh, pardon, j'ai laissé passer quelques diapos. Bon, voilà. Donc, Antoine Berman, devant vous, un livre que j'aime beaucoup d'ailleurs. À adopter les critères de Berman, nous serions forcés de condamner l'opération Zhuangzi de Xu Zhimuo. Xu a commis les deux péchés à la fois, la traduction ethnocentrique et la traduction hypertextuelle. Non content de ramener Baudelaire à un complexe d'idées chinoises sur l'égalité de toutes choses, il a donné dans sa préface le germe de sa traduction, c'est-à-dire les notes de l'étrange musique qui assimile le moi lyrique des Fleurs du Mal au moi philosophique de Zhuangzi. Le Baudelaire de Xu Zhimuo, c'est plus ou moins une parodie, une pastiche, un plagiat de Zhuangzi. Faut-il donc le désavouer? Pour répondre à la gravité de la critique de Berman, il faudrait noter son investissement dans les corps fantasmatiques des totalités au nom desquelles le contrôle éthique se fait. On a sa culture, l'autre aussi a sa culture. On lit, on produit un texte. L'éthique est menacée lorsque les textes s'effritent ou se reproduisent par clonage. Le bon texte sera un et intègre, surtout pas de mélange. Mais ce fantasme d'intégrité corporelle est exactement ce à quoi la charogne de Baudelaire se pose en défi. L'artiste, plutôt que de crier de frayeur, a cette fois tenu le coup et a raconté la dissolution d'un corps et son appropriation par d'autres corps vivants, par ce que nous appelons la vermine. Elle ne se voit certainement pas sous ce jour-là. Si la traduction est, et je dis est dans une visée de description tout simplement, si la traduction est transformation, la folie de lui opposer une éthique est assez semblable à celle qu'évoquait Zhuangzi dans son chapitre 6. Si un forgeron, travaillant une pièce de métal en fusion, la voyait trépigner en lui ordonnant « Fais de moi une belle épée », il la tiendrait pour bien mal embouchée. Citons encore la traduction de Jean Lévy. Si nous suivons la stratégie qu'a employée Xu Zhimuo en faisant sa traduction,
nous serions amenés à dire que le texte traduit alimente le texte produit par la traduction, que la traduction digère ensemble des textes préexistants pour donner une nouvelle vie à un morceau d'écriture. Il est difficile d'être parfaitement éthique tant qu'on est obligé de se nourrir. Mais il faut bien que chacun vive, n'est-ce pas? Nous serions mieux partis pour critiquer la traduction ethnocentrique si elle était centrée sur notre propre culture. Mais voilà qu'à ne pas considérer les choses d'un point de vue exclusivement nôtre, nous sommes obligés ou d'admettre ou de combattre l'ethnocisme d'une autre ethnie. Au nom de quoi? Si les Chinois ont développé une autre pratique de la traduction, qui fait donc partie de la culture chinoise, et si nous avons peur de commettre des actes d'ethnocentrisme, alors autant nous tenir au registre descriptif et essayer de comprendre ce qui se passe en Chine quand il y a de la traduction à faire. Et il y a un grand stock historique de traduction à stimuler notre curiosité, à commencer par les premiers balbutiements du bouddhisme, importé d'Asie centrale vers l'an 150 de notre ère, et véhiculé par un style chinois simple et rude, jusqu'au foisonnement de traductions qui se font aujourd'hui dans tous les domaines à partir de toutes les langues imaginables. Je n'ai pas l'ambition de synthétiser toute l'histoire de la traduction en Chine. Cela serait bien au-dessus de mes moyens. Mais je peux suggérer quelques réflexions à partir des premiers 18 siècles de traduction en Chine. C'est déjà quelque chose. D'abord, le travail de la traduction en Chine jusqu'au début du XXe siècle est surtout un travail de réécriture. Les auteurs des grandes traductions n'étaient pas des spécialistes de langues étrangères. Ils n'en connaissaient parfois aucune. Ils travaillaient sur des matériaux, des brouillons, des témoignages rassemblés par d'autres personnes plus modestes qui étaient en contact direct avec des étrangers. Ces étrangers, puis, n'étaient pas toujours proches de la source du discours. Au début de l'aventure bouddhiste en Chine, les traducteurs du Sutra en 42 sections, par exemple, ont remodelé des sommaires, somme toute assez sommaires, de la doctrine débités par des indigènes d'Asie centrale, des Parthes ou des Sogdiens, paraît-il, et qui ne possédaient ni le pali ni le sanskrit. Personne n'y voyait de scandale. Ces premiers sutras sont, par la forme, totalement différents des sutras qui nous sont connus de par la tradition indienne. Ils ressemblent plutôt aux courts dialogues et aux préceptes des livres classiques chinois, aux analectes de Confucius, aux canons de la piété filiale, etc. C'est dire si ces premières traductions étaient ethnocentriques. Sans parler d'hypertexte, il est évident qu'elles étaient bâties sur un modèle qui comportait des instructions pour l'usage et une indication de la valeur de ces textes venus d'ailleurs. C'était un peu une manière de dire, puisque vous savez ce que c'est qu'un classique, voici un classique du bouddhisme, qui ressemble exactement à un classique chinois. Plus tard, le bouddhisme s'étant bien implanté en Chine, la traduction s'est poursuivie dans des institutions dédiées et pensées à cet effet. Mais là encore, la participation de spécialistes en langues étrangères était minime. Pour un témoin connaissant le texte bouddhique en sanskrit ou prakrit, la traduction exigeait au moins un scribe pour enregistrer une première ébauche de l'information, puis une série de polisseurs pour donner au texte une forme convenable en chinois, des correcteurs, et enfin, un proviseur général qui veillait à la consistance du produit en contrôlant le vocabulaire technique par référence à d'autres textes déjà traduits. C'est dire que l'entreprise de la traduction était principalement centrée sur la réception des textes traduits par le public chinois et non sur la fidélité ou la relation au texte original. Comme on l'a vu pour le Sutra en 42 sections et comme on l'a vu pour le Baudelaire de Xuzhimuo, le texte traduit en Chine avait besoin d'un modèle. Il était presque littéralement indicible sans un texte préexistant, déjà admis au cercle des textes connus et de bonne réputation, pour lui servir de modèle. C'est donc, hélas, un cas de l'hypertextualité pourfondue par Antoine Berman. Mais cherchons les motivations.
La tradition littéraire chinoise, immense, est régie par un système de style et de genre. L'écrivain chinois débutant ne pouvait que se plier à ce système afin d'acquérir l'autorité qui ferait de lui un auteur. Alors, il n'y a pas à s'étonner que les traductions, elles aussi, étaient prises dans cette course vers le prestige. C'est au moment de la fondation d'une nouvelle traduction que le jeu est le plus risqué. Après quelques siècles, la quantité de textes bouddhiques traduits était telle que les sutras connus et admis, les classiques de leur genre, pouvaient servir de modèle pour les traducteurs de textes nouveaux. Mais au début, il fallait faire une première entaille. Et pour cela, comment faire? Il se trouve que pour une foule de raisons, le texte préexistant qui se prêtait le mieux à l'exercice n'était autre que le Zhuangzi. Le Zhuangzi était certes à la mode au moment de la première introduction du bouddhisme en Chine. Sa philosophie correspondait bien à une époque du chaos suivant la chute de la dynastie des Han. Les lettrés, désenchantés ou intimidés, trouvaient chez lui une doctrine du désengagement et une fantaisie, une verve stylistique extraordinaire. Et les lettrés formés à la lecture du Zhuangzi étaient parmi les plus assidus à fréquenter les monastères bouddhistes et à participer à leurs colloques et débats. Nous en avons la preuve par la biographie de plusieurs moines éminents de l'époque, telle celle de Huiyuan, fondateur du courant de la terre pure. Nous lisons que, voici un texte, que le moine Huiyuan, dans sa jeunesse, aimait l'étude et se cultivait de façon exemplaire. Jeune homme, il fut admis au collège impérial. Il connaissait à fond les cycles classiques et avait un don spécial pour la lecture de Lao Tzu et Zhuangzi. Un jour, il entendit Dao An, c'est-à-dire un moine plus vieux, expliquer la doctrine Prajnaparamita. Il a connu l'éveil spontanément et s'est dit « Le confucianisme et les 9 écoles, ce n'est que de la paille ». Admis à prêcher, à l'âge de 23 ans, il s'est adressé à un auditeur qui ne saisissait pas la différence entre substance et apparence et se perdait progressivement. Alors Huiyuan lui cita le Zhuangzi en tant que parallèle, et l'auditeur, perplexe jusque-là, a tout compris. Dès lors, Dao An, son maître, lui a permis exceptionnellement de ne pas délaisser les livres externes, c'est-à-dire non bouddhiques. Donc voilà pour la participation du Zhuangzi à l'installation du bouddhisme. Au 1er siècle du bouddhisme chinois, le Zhuangzi a souvent joué ce rôle pédagogique. C'est le livre externe chinois où l'on trouve le plus d'arguments qui ressemblent à ce que feront les sutras. Et dans les débats entre moines et gens du siècle, comme par exemple le fameux dialogue « Si les moines ne sont pas tenus de se prosterner devant les rois » de l'année 402, les citations du Zhuangzi forment le fond commun des interlocuteurs de tous bords. Cela donne certainement l'impression d'un milieu discursif impur. Dans un essai de 1920 sur l'histoire de la littérature traduite bouddhique, Liang Qichao a fustigé leur façon de faire flèche de tout bois. Pour un traducteur, il n'y a pas de faute plus grave que de substituer son idéal subjectif à l'esprit du texte original. Chen Shou, qui était historien des Trois Royaumes, a dit « Ce que le Bouddha a dit, il le mélange au Lao Tzu et au classique chinois. » Car les traducteurs de ce temps-là étaient imbibés de Lao Tzu et de Zhuangzi. Et ils sont servis pour assaisonner la parole du Bouddha. C'est ce qu'on appelle du vin dilué dans de l'eau. Donc il est très sévère pour ces traductions un peu hybrides. C'est un peu l'anathème de Berman jeté sur la traduction ethnocentrique. Mais les critères de Liang Qichao ont été formés justement par cette entreprise pluriséculaire de la traduction normative exécutée dans les monastères. Il ne pouvait pas raisonnablement exiger que les prédécesseurs de cette entreprise appliquent déjà des normes qui ont été longues à venir. Que ce soit par mots isolés ou par grands pans de textes parodiés, le Zhuangzi a offert un langage de transition aux convertis au bouddhisme qui cherchaient une expression adéquate.
Tout comme le Zhuangzi a fourni à Xu Zhimuo une planche pour faire passer Baudelaire dans la conversation chinoise sur la modernité poétique. Et aussi comme le Zhuangzi a donné à Matteo Ricci, premier jésuite implanté en Chine au XVIe siècle, et à ses interlocuteurs chinois un langage pour exprimer ce qui était étrange, voire scandaleux, dans les idées de ce discret missionnaire. Le premier livre publié en chinois par Ricci a un titre tiré directement du Zhuangzi. Les vers de société adressés à Ricci par son ami Li Zhi le dépeignent comme un personnage surhumain tiré du Zhuangzi. Et l'italien ne refusait pas ce compliment. Il s'agit donc d'une relation plus consistante que ponctuelle entre la traduction de textes venus d'ailleurs et le Zhuangzi. C'est peut-être que ce texte philosophique, si étrange, si exorbitant, si libre dans ses imaginations, se tient à l'extrême frontière de ce qui est chinois ou de ce qui est pensable en chinois, et que de là, il se propose comme l'interlocuteur choisi de ce qui n'est pas ou pas encore chinois. Cette relation, je l'appellerai le parrainage littéraire. Sa nécessité est plus grande dans une tradition aussi solidement bâtie, aussi résistante par la complexité de ses codes et usages que la tradition chinoise. Mais elle se trouve partout où il y a du texte à traduire et une culture classique établie. Le mot parrainage comporte une connotation regrettable de magouille, de délit d'initié. Plus exact serait la dénomination sponsorship, sauf que ce terme-là a lui aussi acquis une connotation commerciale. Mais dans sponsor, il y a au moins une racine latine qui correspond à la nature de la chose. Le sponsor, en latin, c'est celui qui répond pour une autre. Comme pour le baptême d'un enfant incapable de répondre pour lui-même, le sponsor s'engage pour l'enfant, répond en son nom, prend sur lui-même la responsabilité. Un texte venu de l'extérieur est aussi enfans, incapable de parler, si le traducteur ne s'y met. Et le traducteur, lui aussi, a besoin d'un ami mieux placé que lui pour faire passer le message. À plusieurs reprises, à des inflexions cruciales de l'histoire des relations extérieures de la culture chinoise, c'est le Zhuangzi qui a rempli ce rôle. Je serais tenté de le louer pour cette grande contribution plutôt que de le blâmer pour avoir conspiré à la confection de traductions ethnocentriques et hypertextuelles. Tel est l'effet de sa musique étrange. Je vous remercie. Bien, je crois que nous sommes tous bouche bée devant cette... C'était autre chose qu'une conférence, c'était vraiment une invitation au voyage littéraire, au voyage entre les traditions littéraires. Et là, je crois que plus qu'un exercice de traduction, en fait, nous avons circulé alors de façon absolument extraordinaire entre donc une traduction française qui est passée donc par l'anglais, ensuite le chinois, retour au français. Enfin donc là, on a vraiment en fait vécu de façon expérientielle donc cette circulation entre les langues. Et donc vraiment un coup de maître d'arriver donc à évoquer donc la figure de Xu Zhimuo, qui était vraiment un très grand poète de la première modernité chinoise, qui a été celui qui a entre autres accueilli Tagore donc en Chine. Et qui a justement également accueilli Baudelaire justement dans son aspect le plus controversé. Donc cette charogne en fait a fait un véritable scandale en France. Donc Baudelaire a été attaqué de tous les côtés à ce propos. Mais Xu Zhimuo a eu assez de flair, si j'ose dire, pour repérer que là, il y avait quelque chose de tout à fait fondamental. Hein, donc,
Et de rapprocher ça donc avec l'expérience de la toute première, première expérience de la traduction et d'une certaine forme de polyglossie donc en Chine avec l'arrivée donc des sutras bouddhiques. Là, je crois qu'on a vraiment eu quelque chose de tout à fait magistral. Alors, avant d'ouvrir donc le temps de questions, donc, puisque le professeur Saucé, comme vous le voyez, est non seulement en fait tout à fait francophone, mais demande réellement donc justement la discussion avec la salle, je vais donc procéder à un rituel que nous avons au Collège de France, de remettre donc une médaille souvenir donc à nos honorables conférenciers. Merci. Donc en souvenir. Donc vraiment. C'est merveilleux. Ah, et c'est le bon vieux Guillaume Budet. Merci, merci. L'esprit de la Renaissance vaincra toujours sur toutes les tromperies. Hein, Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.